Oui. Regarde si ça vient. C'est bon. C'est bon? Bon, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, c'est chouette. Ah, il faut que je me mette par là. Donc, bon, on a un micro qui, la sono, c'est pas pour la salle, c'est parce qu'en fait, on fait un enregistrement en même temps qui vous permettra après de revoir les différentes slides qui ont été passées si vous avez besoin de faire un bis. Donc moi, je me présente, je m'appelle Aurélie Bacquer, je travaille chez Aerospace Valley et je m'occupe de tout ce qui est entrepreneuriat et événements autour du spatial. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui et tout d'abord, en fait, on voudrait remercier Copernicus Hackathon et le Climaton de nous permettre de réaliser cet événement, d'avoir pu mixer ces deux événements. Donc, je pense que ça va être un super événement la semaine prochaine. Donc, ah oui, si je peux avancer les slides, en fait, tout ça. Ah, pardon. Ou pas. Ouais, ben vas-y. Bon, donc c'est vrai. Donc, ok. Donc, Aerospace Valley, donc juste rapidement pour vous expliquer, on est un pôle de compétitivité. On est une association en fait qui regroupe à environ 800, un peu plus de 800 membres, dont une grosse majeure partie de PME, mais aussi de grands groupes, dont certains sont avec nous ce soir. Je vais pas les nommer, vous les voyez. Pour oublier personne. Et donc au niveau d'Aerospace Valley, on a différents dispositifs qui favorisent tout ce qui est entrepreneuriat et l'accompagnement des entreprises, en particulier les ABIC Sud France, qui est un incubateur qui est porté par l'Agence spatiale européenne et qui est coordonné par Aerospace Valley. Donc c'est un consortium de plusieurs membres. Et New Space Factory, qui est aussi porté par Aerospace Valley, qui aide les entreprises à l'export en particulier. Donc, on a une délégation qui est partie récemment à Washington. Donc, on fait vraiment de l'accompagnement au-delà, une fois que l'entreprise est créée, pour aller plus loin. Et bientôt, donc là, c'est une avant-première. Nous allons ici même, donc c'est aujourd'hui un peu une grande première, ouvrir un hub dont le nom ne sera pas dévoilé aujourd'hui, mais vous en saurez bientôt plus. Donc ça va être un lieu d'innovation, un lieu d'échange, un lieu de communication. Ça va être quelque chose d'assez sympa qui ouvrira ses portes prochainement, où on accueillera des partenaires, des startups et plein de choses vont se passer ici. Ça va être super sympa, donc restez connectés, vous saurez la suite bientôt. Je peux juste avancer. Bon, en attendant, je vais continuer. Donc, le Copernicus Hackathon et le Climaton, ça va se passer en différents temps. Donc, ce soir, on va vous apporter différentes informations sur les challenges, comment est-ce qu'on les a construits, les outils qui seront à disposition, à votre disposition pendant le week-end. Donc, l'objectif du week-end, c'est de réfléchir sur des thématiques autour du climat et de pouvoir, au bout de 24 heures, nous proposer des sujets innovants, des idées d'entreprise, des idées de business pour lutter contre le changement climatique. Et donc là, on est très content parce qu'on a plein de développeurs, si j'ai bien compris, dans la salle. Et donc, à l'issue des 24 heures, au-delà de proposer, donc vous allez nous proposer un sujet d'entreprise, mais ça sera super cool parce que je pense qu'on pourra avoir des super prototypes, des super applis développés pendant le week-end et avoir vraiment des jolies choses faites au bout de ces 24 heures. Donc, on y aura différents prix qui seront remis à l'issue des 24 heures. Hein. Donc, un prix qui est un prix qu'on a appelé prix Copernicus, qui sera une place au Copernicus Accelerator. Donc, la Commission européenne a tout un tas d'accompagnement au niveau de Copernicus, avec Copernicus Hackathon, Incubation, Accelerator. Donc là, c'est une place au Copernicus Accelerator et un accompagnement ici au Hub Nova. Donc, pour l'instant, c'est le terme Hub Nova, mais le nom va bientôt changer. Donc, vous aurez le droit d'être venir ici et d'être accompagné par nos experts pour aller plus loin avec votre projet si vous avez envie. Il y aura un prix espace donc qui est composé de deux parties. Donc une partie d'un accès à la plateforme SoBlue. Donc vous aurez la présentation tout à l'heure. Donc ce sera un accès avec des experts qui vont aussi vous accompagner et qui c'est d'habitude quelque chose qui est payant, mais là c'est un environnement qui sera gratuit mis à votre disposition. Donc, on vous en dira plus tout à l'heure. Et une participation à la FIWIC à Rome. Donc, il y a un gros événement qui est organisé par l'agence européenne
au mois de novembre à Rome. Et il y a le projet FabSpace dont s'occupe Aerospace Valley en partie, qui sera pendant cette semaine à Rome. Et donc du coup, on amènera un membre de l'équipe qui remportera ce prix-là pour pouvoir présenter son projet là-bas. Et il y a aussi un prix climat, parce que quand même le Copernicus Hackathon et Climaton travaillent sur le climat. Et donc là, c'est notre partenaire Green Tech Verte et Météo France qui offrira un an d'accompagnement et d'hébergement à l'incubateur Green Tech Verte pour vous aider à aller plus loin dans votre projet. Et bien sûr, à l'issue de cet événement, tous ceux qui auront envie d'aller plus loin, et si ça vous a donné envie de créer une entreprise et de continuer, vous serez accompagné par tous les partenaires qui organisent cet événement. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter à la suite. Et vous gagnerez une place au bootcamp qui aura lieu à l'issue du hackathon, certainement fin novembre. Donc, maintenant, je vais laisser la place à Climate Kick, je pense, voilà, pour vous parler de la suite. Donc, en tout cas, je suis contente de vous avoir là et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures. Si. C'est bon? Ah, bon. C'est bon? Ok. Bonsoir à tous, merci d'être là, si nombreux, ça fait plaisir. Donc, on pourra passer. Donc, oui, surtout qu'on est là pour un pré-événement avant le Climaton du 26 octobre, donc c'est déjà super que vous soyez déjà motivés dès cette semaine. Donc moi, je suis Eric Oa, je suis chef de projet scientifique à la Climate Kick, qui est donc co-organisatrice du Climaton à Toulouse, mais également dans une centaine de villes cette année. Et donc, je suis là pour vous parler un peu du Climaton et pourquoi la Climate Kick soutient cette initiative internationale qui répond à nos objectifs de transformer l'innovation en action pour le climat. Donc voilà. Donc comment répondre à cet objectif, à la Climate Kick? L'idée en fait c'est de se baser sur nos partenaires. Donc on a créé une communauté européenne de la connaissance et de l'innovation. Donc avec des partenaires du secteur public et du privé qui vont être motivés pour accélérer la transition vers une économie décarbonée. Donc avec ces partenaires-là, on travaille sur des projets pour catalyser en fait l'innovation qui va permettre de développer des nouveaux procédés et des nouvelles pratiques qui vont être plus durables et plus pertinentes en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc, pour développer ces procédés et ces nouvelles pratiques, on a 4 domaines d'intervention qui sont les transitions urbaines, l'économie circulaire et production soutenable, l'usage durable des sols et les métriques et la finance climatique. Donc, ce sont les 4 domaines, les grands 4 domaines d'activité de la climatique avec lesquels on travaille avec nos partenaires pour développer des nouveaux procédés, des nouvelles technologies et des nouvelles pratiques. Et donc, sur ces 4 thématiques, on accompagne les partenaires, mais on accompagne aussi des nouveaux talents. Et l'idée, c'est un peu justement de trouver des nouveaux procédés, mais aussi de trouver des nouveaux talents. Donc, la slide suivante. Voilà, donc en fait, l'idée ce soir aussi, c'est de vous parler du Climaton, mais aussi 2 autres programmes du programme éducation de la Climate Kick, puisque l'idée, c'est de découvrir, accompagner et développer les talents. Donc, on a notamment l'université d'été qui s'appelle The Journey, et en fait, qui va permettre à tout étudiant d'université ou d'école de l'Union européenne de participer à une université d'été de 3 à 5 semaines qui va permettre de développer en équipe multidisciplinaire et multiculturelle, qui va permettre de développer une idée du concept d'innovation jusqu'à le développement d'un modèle économique. Et la Climatic a aussi un programme de pré-incubation qui s'appelle le programme Greenhouse, qui va permettre d'accompagner les startups vraiment au tout début de leur développement afin d'être sûr qu'ils soient stables dans leur manière de se développer économiquement et aussi qu'ils prennent en compte les risques climatiques au plus tôt de leur développement. Donc voilà, et donc à ces deux initiatives de la climatique s'ajoute le Climaton, donc ce pourquoi on est là ce soir. Et l'idée, là c'est pareil, c'est de découvrir des nouveaux talents et voilà, au bout de 24 heures,
d'avoir toute personne intéressée et motivée face aux défis du changement climatique, et ben de réfléchir ensemble à des solutions face à ces défis. Et donc ce climaton, donc on est là ici à Toulouse pour développer des nouvelles solutions en se basant sur les données spatiales. Mais il faut savoir que cette année, en fait, il y a 5 climatons en France. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que le climaton? En fait, c'est plus de 4500 participants l'année dernière dans 104 villes dans le monde. Et vous voyez les chiffres, en fait, depuis 2015, en fait, on a voilà, des chiffres de plus en plus élevés. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver et d'accompagner ces gens qui sont de plus en plus sensibles à la question du changement climatique et qui veulent ensemble, de manière coopérative, trouver des solutions. Et donc, on espère en 2019, cette année, avoir encore des chiffres plus impressionnants. Et donc, cette année, comme je le disais, au-delà de Toulouse, on a 4 autres villes en France qui organisent un climaton. Donc, sur la slide suivante, on va voir. Donc, il y a Paris, Orléans, Cannes et Murviel-les-Montpellier. Et donc, l'idée, c'est que chaque climaton a plus ou moins une thématique plus précise en fonction des problématiques locales. Donc, par exemple, à Paris, cette année, ça va être plutôt sur l'alimentation durable. Et donc voilà, donc cette année, toujours plus de 100 villes intéressées dans le monde, donc dont 5 villes en France. Et donc l'idée, c'est de vous encourager sur ces 24 heures qui ont lieu le 26 octobre pour développer en fait des nouvelles idées, prendre en compte les données spatiales de Copernicus notamment, puisque la Climatique aussi, c'est un programme européen, donc aussi c'est un programme qui défend Copernicus et le programme Copernicus. Donc on espère avoir de belles innovations qui résulteront de ce climaton. Donc au-delà des prix qui ont été annoncés en introduction par Aurélie, il faut savoir que aussi nous, le Climatique, on est intéressé dans la mesure où même si certaines innovations sont encore peut-être prometteuses, mais encore pas à un stade où elles peuvent intégrer un incubateur, nous, avec le programme Greenhouse que je vous ai présenté avant, le programme pré-incubateur, l'idée, c'est aussi de faire en sorte de vous accompagner pour passer une étape suivante si certaines idées méritent d'être exploitées de manière plus approfondie. Et donc, on espère du coup avoir des idées qui pourront alimenter notre programme Greenhouse, dont le prochain appel en fait sera lancé le 11 novembre. Donc voilà, bon courage à tous les participants et puis on espère de belles idées en découleront. Merci. Qu'est-ce que j'en fais? T'as trop de poches en fait. Moi j'ai pas de poche, hein, ça va arriver la question. Et donc, on m'a suivi sur un bouton. Yes. Oh là là. Oh. Tu m'as fait une jolie première page. Oh yeah. Hop. Bonjour. Ouf. Plutôt ici. Bien, j'obéis. C'est bon? Je suis du bon côté là, c'est bon? Bonsoir tout le monde. Contente de voir tout ce monde ici. Donc je vais vous présenter en quelques mots comment construire son business plan. Donc comme ça. Il faut que je parle plus fort en fait, c'est ça? C'était ça le d'accord. L'idée étant que par rapport au hackathon qui va être organisé, il y a évidemment une part de prototypage, de codage, etc. On part du principe que ça, a priori, vous le savez, et c'est la partie que vous maîtrisez. Par contre, on va aussi vous demander d'avoir quelques lignes qui peuvent correspondre à un business plan. Alors évidemment, on ne vous demande pas 30 pages de business plan, etc. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. On va plutôt s'appuyer sur un modèle qui est le business model Canva. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà un peu entendu parler ou pas du tout. C'est une manière visuelle de représenter un business plan. Et on va vous demander d'en remplir, d'essayer de remplir quelques cases et de présenter ça à la fin en complément de votre prototype. Alors l'idée, donc voilà comment ça se présente de manière générale. Alors il y en a des plus ou moins fun. Voilà, j'en ai quand même pris un avec les petits dessins. On va faire un zoom sur l'ensemble. On va faire un zoom sur quelques cases qui sont les cases prioritaires.
et on ne va pas vous demander de tout remplir. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est quand même que vous ayez une idée de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut penser. Alors, la première chose à laquelle il faut penser, c'est quel est l'utilisateur, quelle est la personne au final qui va payer, qui va utiliser ce que vous allez inventer. Donc en fait, de manière pas très naturelle, on commence par le bloc de droite. Donc ce bloc de droite, c'est donc les différents segments d'utilisateurs potentiels. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Il faut essayer d'imaginer, les regrouper en différentes catégories. Ça peut être des catégories par rapport à un usage, ça peut être des catégories par rapport à des nationalités, vous faites du B2B, du B2C, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. On ne va pas vous demander de tout imaginer, et si vous en trouvez un, deux, voilà, séparer un peu. Imaginez vraiment dans quelles conditions est-ce que le produit ou le service que vous allez rêver, à qui il va servir, à qui ça peut être intéressant. Ça, c'est vraiment voilà, le premier. Il faut vraiment penser à ça en premier. Quel est le besoin de qui, quel besoin et de qui vous allez répondre. Donc pour répondre à ce besoin, il y a la case du milieu qui est finalement la case la plus importante, c'est votre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on appelle la proposition de valeur? C'est en quoi ce que vous amenez, votre produit, votre service, va avoir de la valeur pour ce client-là au final. Il faut vraiment penser en plus, c'est-à-dire en fait, si votre utilisateur il l'a pas, est-ce que ça change sa vie quoi? Ou s'il l'a, est-ce que ça change sa vie? Si c'est juste quelque chose dont on peut se passer, ouais, c'est sympa de l'avoir, mais bon, voilà, je l'ai pas, ça change pas ma vie. Ça veut dire que votre proposition de valeur, elle n'est pas très très grande. Il faut vraiment imaginer à quoi ça sert et qu'est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez donner à votre client final. Donner étant évidemment pas tout à fait le bon mot. Et donc ensuite, les autres cases, celle-ci, c'est en gros comment vous êtes capable de transmettre votre proposition de valeur à vos clients. Par quels moyens est-ce que vous passez? Est-ce que vous passez par, voilà, c'est les canaux de distribution. Est-ce que vous faites des catalogues à la mamie avec voilà, 150 pages papier? Est-ce que vous passez par les réseaux sociaux? Est-ce que vous passez par d'autres distributeurs? Voilà, c'est un peu tout ça. Et alors au-dessus, juste pour vous en parler quand même un petit peu, ce qu'on a au-dessus, c'est les relations avec les clients. En réalité, c'est comment est-ce que vous faites pour que ces clients, une fois qu'ils ont acheté votre produit une fois, mais finalement ils reviennent, ils restent avec vous. Donc on l'a représenté avec la super carte Gold, membre, voilà. Ça peut être effectivement des programmes de parrainage, ça peut être tout un tas de choses, ou ça peut être aussi de dire, maintenant finalement, moi les clients, à partir du moment où ils ont acheté une fois, ils n'auront pas vocation à revenir, donc finalement je m'en fiche un peu de cette case-là et je ne fais pas des masses de travail sur la relation qu'il y a avec le client. On connaît tous des entreprises ou des gens qui nous vendent des choses et on se dit que finalement, après, on a l'impression de ne pas être très très important parce qu'on n'arrive jamais à les recontacter. Voilà. Alors tout ça, tout ce bloc-là que vous avez ici, il permet d'arriver à la case que tout le monde a repérée dès le début, la case avec les dollars en bas. Donc voilà, c'est tout ça qui va définir combien est-ce que vous allez pouvoir, à combien vous allez pouvoir vendre votre produit ou votre service, et donc au final, quels sont vraiment les revenus qui peuvent arriver dans une entreprise. Alors de l'autre côté, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la gauche, ici les activités clés et les ressources clés, finalement c'est tout ce que vous avez en interne, que vous savez faire vous, tout seul, alors tout seul étant l'entreprise, dans votre cas l'équipe. Ça va être, finalement, si dans votre équipe, vous avez un développeur, vous avez quelqu'un qui sait faire du marketing, vous avez quelqu'un qui sait faire déjà du business, voilà, c'est quand même des ressources clés que vous avez déjà en interne. Et puis, après, si vous ne les avez pas en interne, il faut les trouver en externe. Et donc là, on a la case des partenaires stratégiques, les gens qui ont vraiment un intérêt pour vous, pour votre entreprise, et sur qui vous devez pouvoir compter, et qui apportent également une partie de la valeur. Donc en fait, ces trois-là permettent de créer la case du milieu et la proposition de valeur qui elle-même va jusqu'au client. Voilà, ils définissent la partie coût, combien est-ce que ça va vous coûter de produire votre produit, votre service, etc. Donc là, je vous ai fait en 5 minutes, assez rapide, voilà, les différentes cases.
Comme je disais au début, on vous demande pas de tout remplir, de faire énormément dessus, mais on va vous demander quand même de présenter un petit peu ça, montrer que vous y avez réfléchi. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, si tu veux, j'avais Dites-vous bien vraiment que de toute manière, un compte test. même dans la vraie vie, les entreprises J'ai fait un compte test et je vois les messages. régulièrement, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, elles vont se rendre compte que finalement, En fait, cette le personne, premier effectivement, client qu'elles ont c'était acquis, c'est pas du tout lui qui est intéressé, que la proposition de valeur, il l'avait peut-être pas très très bien indiqué, que finalement, quelqu'un qu'ils avaient mis en partenaire stratégique, en fait, non, il faut pas du tout qu'il soit à l'extérieur, il faut Oui, absolument c'est les l'internaliser. gens. C'est le genre de choses qui a vocation à Moi, bouger je vois pas absolument tout le temps. Voilà. Là, vraiment, de faire travailler cette équipe. Il n'y a pas de. Par contre, en fait, putain, mais en fait, il m'a reconnecté avec mon compte à moi. En fait, là, je suis connecté 2 fois. En réalité, en entier. Ce qu'on va vous demander surtout de présenter à la fin, à côté de votre prototype, finalement, c'est de montrer pour qui ce prototype il est. Donc, voilà, réfléchir réellement au côté client, réfléchir à la proposition de valeur, à quoi sert votre produit, voilà, pourquoi est-ce qu'il est particulièrement bien, est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent déjà un peu en comparaison ou pas du tout, quel est le côté innovant en fait, c'est ça finalement pour vous qu'il faut avoir en tête. Un petit peu là-dessus, alors en réalité ça c'est pas super essentiel lorsqu'on vous demande, mais finalement c'est ce que vous trouvez tous, vous nous l'indiquez tous de manière très simple, très rapide, donc voilà, du coup c'est ça c'est pas la partie voilà, qui est compliquée. Et puis d'avoir une idée, voilà, au niveau, alors j'ai mis les petits traits, en réalité la partie coût et la partie revenu, vous allez le faire de manière très très estimée, enfin pas, vous allez pas au doigt levé, mais voilà, au doigt mouillé, mais bon quasiment. Voilà, c'est pas grave. C'est voilà, c'est avoir une idée un petit peu. Est-ce que vous faites, si vous le vendez, est-ce que vous vendez quelque chose à 1 euro, à 10 000 euros, parce que voilà, c'est plutôt ça. La partie importante, c'est vraiment ne focalisez pas sur le fait de vous dire est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est vraiment super juste ou pas. Voilà, c'est pas là-dessus en fait. La partie qui nous intéresse, c'est le cheminement, un peu plus le cheminement de l'idée et comment est-ce que voilà vous travaillez un peu les différents côtés. De toute manière, comme je vous dis, de manière générale, ça évolue à peu près tout le temps. Et on sait très bien de toute manière que toute la partie, notamment financière, est quand même très compliquée à définir de manière précise. Donc voilà. Donc vous allez vraiment vous concentrer sur voilà, à qui va servir votre projet et en quoi votre projet est très innovant, quelle est la proposition de valeur qui est différenciante par rapport à ce qui existe. Et voilà, je pense que c'est tout. Vera? Voilà. Ici, c'est ça. Ah, c'est bon, Suivant. d'accord. Hop, donc ceci. D'accord. Ceci. Au milieu, c'est pour pointer. Ouais, Et voilà. je te ferai signe pour passer les slides. Bon, bonjour tout le monde. Je parle dedans, mais en fait, ça transmet pas ma voix, ça transmet juste ma voix pour. Vous l'avez compris, ça? D'accord. Bon. Voilà, vous voyez, moi, je fais plus interactif, hein, tout de suite, là, parce que je sens que vous êtes un petit peu endormis, c'est la fin de la journée. On a eu tous une journée un peu difficile. Voilà, je me présente, je m'appelle Michel Assouline et je suis présent ici à double titre. D'abord parce que je travaille à Météo France. Alors, vous connaissez un peu Météo France? Qui connaît pas? D'accord, j'aime bien poser la question à l'envers comme ça. Alors, Météo France, c'est l'acteur de référence en matière de prévision météorologique et en matière de mémoire du climat et évidemment de mémoire et de projection climatique. D'ailleurs, Météo France fait partie d'un groupement que vous connaissez qui s'appelle le GIEC. Qui sait ce que ça veut dire, le GIEC? Je suis très interactif. Le monsieur au fond là-bas. Voilà, dans le GIEC, c'est un groupement d'experts internationaux qui étudient l'évolution du climat. Et en anglais, ça donne IPCC. Hein, c'est Intergovernmental Panel for Climate Change ou un truc comme ça. Donc je suis là au titre de Météo France et également au titre d'un dispositif qui s'appelle la Green Tech Verte, qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis 2016 et qui a pour vocation de soutenir vous, c'est-à-dire des futures startups, des futures entreprises qui apporteront des solutions en matière de développement durable en général et en particulier d'adaptation et de réduction des effets, des conséquences du changement climatique. D'accord?
Voilà, et donc on a depuis mars 2000, enfin entre Météo France et le ministère de la Transition écologique et solidaire, je bafouille aussi, si vous voulez, mais je bafouille pas mal. Hein. Entre le ministère et Météo France, nous avons passé une convention et c'est autour de ce partenariat qu'on a mis en place depuis l'année dernière à Toulouse un incubateur que j'ai le plaisir de piloter et dans lequel on a aujourd'hui une quinzaine de sociétés très early stage, hein, c'est très avancé. Ce sont des entreprises qui sont naissantes, donc sur des projets qui portent un peu comme aujourd'hui, enfin ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire des solutions qui portent des innovations en matière de réduction ou d'adaptation au changement climatique. Et d'ailleurs, la question, c'est le changement climatique. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Alors, globalement, on a Il est trop fort. un réchauffement dû à des gaz, à des émissions anthropiques, donc qui viennent anthropique, ça veut dire de l'humain, qui fait qu'on a plus de gaz à effet de serre Vous entendez ce qu'il dit? fait qu'on a Est-ce plus que de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui amène à un réchauffement global de la planète. Ouais, je suis tombé probablement sur le plus calé. Il est encore plus calé que moi. Voilà. Effectivement, le changement climatique, on parle de changement climatique. Merci. Le changement climatique, c'est une réalité, malheureusement, démontrée. Ça a pour origine l'activité humaine, essentiellement l'activité humaine et que l'activité humaine. Et ça a pour cause l'émission de manière surabondante de gaz à effet de serre. L'homme produit à peu près 90% des gaz à effet de serre qui sont émis sur la planète. Et comme le travail végétal s'opère, mais à son rythme à lui, il y a chaque année un excédent de CO2, entre autres, ou de ces gaz à effet de serre qui est produit et qui ne sont pas recyclés. Alors, l'effet de serre, c'est quoi? Vous avez intérêt à être hyper calé. Hein. C'est le fait qu'il y ait des gaz qui restent dans l'atmosphère et qui augmentent la température terrestre. Alors, Enfin, et par quel mécanisme? C'est presque une bonne réponse. Hein. C'est le soleil qui tape sur la Terre et donc du coup la chaleur s'évacue pas. Exactement. Le soleil, les rayons solaires ou l'énergie thermique du soleil est transmise par rayonnement à travers l'atmosphère. Les rayonnements rebondissent sur la surface de la Terre en élevant sa température. Et puis, quand ils arrivent dans l'atmosphère, quand ils retournent, enfin, quand ils veulent repartir, rebondir, ils sont piégés. C'est exactement ce qui se passe dans une serre. Alors, c'est ce qu'on utilise pour élever la température quand on a des plantations de tomates, par exemple. C'est exactement ce qui se produit. Mais notre problème à nous, c'est que ces gaz à effet de serre, alors qui ne sont pas que le CO2, hein, il y a aussi le méthane, il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le méthane? Hein? La vapeur d'eau. Alors la vapeur d'eau, ça, elle existe sur Terre depuis un moment. On produit assez peu de vapeur d'eau, nous autres. Hein, donc ça va. C'est pas tellement le problème. Mais exact. Mais bon. On va pas dire quand même que le changement climatique est lié à l'élévation de la concentration en vapeur d'eau. Non, le principal ennemi, c'est l'élévation du CO2. Et l'élévation de la concentration en CO2, elle est liée essentiellement au fait d'utiliser des énergies fossiles. Pourquoi faire? Pour se déplacer. Pourquoi faire d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on brûle des énergies fossiles? Pour se chauffer. Pour se chauffer. Ils sont formidables, ils sont incollables. Pour se déplacer, on a besoin de calories, quoi. Pour se déplacer. Pour l'électricité. Pour produire de l'énergie. Vous êtes absolument géniaux. Voilà, vous avez donné quelques exemples. Vous allez voir où je vais en venir. Vous avez déjà donné quelques exemples des activités humaines qui, à travers l'utilisation des énergies fossiles, à travers leur combustion, contribuent à la production de gaz à effet de serre. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que cette tendance,
elle est toujours à la hausse. On n'a pas, malgré tous les avertissements de la communauté scientifique, on n'a pas réussi à avoir sur la planète une tendance à la stabilisation, voire à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, je crois que le chiffre, c'est 40 milliards de tonnes d'émissions de CO2 par an liées aux activités humaines, et que malheureusement, la tendance, elle est en 2017 encore haussière. Et d'ailleurs, dans cette même année 2017, on observe, première conséquence de cette élévation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on observe une élévation moyenne de la température de 1 degré. De 1 degré. Alors, on se dit, oh, 1 degré, c'est pas bien grave. Oui, seulement c'est une élévation moyenne. Et il est clair que cette élévation n'est pas la même sur le continent que sur la surface des océans. Donc en général, on a un peu plus sur les continents qu'au niveau des océans. Et ensuite, la répartition, elle n'est pas du tout homogène sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les endroits qui sont relativement comment dire, déjà mal servis en quelque sorte par la distribution du climat, les contrastes s'aggravent. C'est-à-dire ce qui est par exemple en déficit d'eau va être encore plus en déficit d'eau. J'ai l'impression que je dure un peu trop longtemps. C'est bien ça, c'est peut-être ça le problème. Bref, voilà toutes ces réflexions qui nous conduisent à dire que si on peut passer au premier challenge, que en matière de changement climatique, on est donc finalement acculé à deux modes de conduite. Et c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert, c'est-à-dire qu'on est obligé dès maintenant, non seulement de faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également de nous adapter, car l'évolution du climat est, non pas une fatalité, mais quelque chose qui est acquis, et qui est faite malheureusement pour durer un certain temps. D'où l'organisation des défis que nous vous proposons dans le cadre de ce hackathon, de deux natures, des défis qui tendent à trouver des solutions pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, et l'autre catégorie, ce sont des défis qui tendent à chercher des solutions pour nous adapter au changement du climat. Et on peut chercher même des solutions qui répondent aux deux. On est d'accord? Alors, dans la première catégorie, on a repris exactement ce que vous venez de dire. La mobilité douce, ce sont des solutions pour réduire au niveau de nos modes de transport les émissions de gaz à effet de serre, conséquences de nos modes de transport actuels. Donc, on a un challenge sur la soft mobility, et dans ce domaine, on peut très bien imaginer utiliser un ensemble de données. Je le fais pour celui-là, mais je ne le ferai pas par la suite. Un ensemble de données qui viennent de Météo France, qui vous seront présentées par la suite par SoBlue, par exemple, avec sa Data and Information Access Services, plateforme d'accès aux services de données et d'information, de l'open data, etc. On peut très bien imaginer, à partir de ces données, construire des solutions qui vont nous permettre de dénicher des solutions de mobilité durable. D'accord? Ou de faciliter l'émergence de solutions de mobilité durable. On peut imaginer tout un tas de choses. D'accord? Premier défi. Deuxième challenge, si on peut passer à la suite, l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable qui pose beaucoup de difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Quel est le frein, un des freins principaux au développement de l'énergie durable, d'énergie renouvelable, pardon, c'est d'une part l'aspect économique de la production de cette forme d'énergie. Est-ce que c'est aussi cher ou moins cher que l'électricité que je peux trouver qui est produite par les centrales nucléaires ou thermiques? D'accord? Et d'autre part, c'est, comme dans la plupart du temps, ces énergies renouvelables, elles sont très liées aux conditions météorologiques. Exemple, les éoliennes. Autre exemple, le photovoltaïque. Comment prévoir correctement
ce qui est produit pour l'intégrer au réseau, parce qu'un réseau électrique, c'est compliqué, il faut que ça soit sans arrêt équilibré. Ah oui, il n'y a pas d'électricité qui s'accumule à l'intérieur des fils. Suivant. Le suivant. On peut passer au suivant. Ah ben voilà, hein, l'expansion urbaine. Je parlais tout à l'heure très rapidement des végétaux. Une autre cause de la de la prolifération de gaz à effet de serre, c'est la destruction des végétaux. Les végétaux, ils s'alimentent de CO2 et ils reproduisent de l'oxygène, entre autres choses. Si on les détruit, c'est clair qu'on réduit nos chances de recycler ce CO2, donc ça contribue à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Du coup, en particulier dans les territoires urbains, l'artificialisation des sols est un des facteurs qui peut générer du changement climatique. Voilà, dit d'une manière extrêmement condensée. D'où un autre sujet, un autre challenge pour essayer de tenter de trouver des solutions pour apporter en ville, au cœur des villes, une meilleure qualité de vie, en même temps des solutions pour revégétaliser peut-être le sol des villes. Deuxième catégorie de défis, les défis liés à l'adaptation au changement climatique. Un premier élément, alors on le ressent malheureusement pile en ce moment, et puis on l'a vu aussi avec les trajectoires cycloniques et l'intensité et l'amplitude de ces cyclones, on a de nouveaux risques qui émergent et qui sont liés à l'évolution du climat. Une des questions importantes que va se poser ou vont se poser nos sociétés, c'est comment maîtriser ces nouveaux risques. Donc, vous voyez, on a un sujet autour de la gestion du risque avec peut-être une cartographie des territoires les plus vulnérables. Alors que, par exemple, prenez le cas de Toulouse, au hasard, qu'est-ce qui serait plus ou moins vulnérable au risque, y compris en prenant en compte, par exemple, des risques plutôt sanitaires. Et d'ailleurs, c'est le sujet particulier du suivant, il me semble. Clic. Ça marche. avec des portions de territoire où la question va être l'évolution de la température moyenne et en particulier le fait d'avoir une augmentation du nombre d'épisodes caniculaires, c'est-à-dire d'épisodes où la température minimale et maximale dépasse un certain seuil et pendant une durée supérieure à 48 heures. Et là, on a tout un ensemble de citoyens qui sont vulnérables à ce type de situation, en particulier les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou d'insuffisance respiratoire, de faiblesse respiratoire. On va avoir des situations très dommageables. Or, au cœur des villes, on a, dans les épisodes de canicule, on a la formation de ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Ça, c'est un phénomène que Météo France étudie depuis quelques années déjà. Et c'est un phénomène de concentration de la chaleur parce que au cœur de la ville, les conditions sont réunies pour que les calories, enfin, le rayonnement réémis par les bâtiments et autres sont comme piégés à l'intérieur d'une cuvette et du coup on a une situation de canicule aggravée par ces phénomènes d'îlots de chaleur. Et donc une des réponses, c'est peut-être de mieux identifier la source de ces phénomènes, les évaluer, les identifier et essayer de trouver des solutions pour les faire disparaître ou les atténuer. Et troisième et dernier challenge lié à l'adaptation, si on y arrive. C'était lui déjà.
C'était merveilleux alors. Voilà. Health Impact and Vulnerability. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors c'est bien lui le dernier alors. Voilà. Là, la question, c'est encore une fois de mesurer qui va être vulnérable à quel endroit, quelles sont les zones de territoire les plus exposées aux effets sanitaires du changement climatique et essayer de prévenir ces effets-là en sensibilisant les populations, par exemple, et ou en trouvant des solutions pour contribuer à l'assistance des personnes les plus vulnérables. Voilà, j'ai fini avec l'exposé des challenges de ce climaton et je vous remercie de votre attention. C'est russe. Je vais demander. Bonsoir tout le monde. Alors je me présente, Eric Guzonato. Donc je fais partie d'une société toulousaine qui s'appelle CS Communication et Systèmes, qui est une société en fait spécialisée dans le développement informatique et avec tout un département qui travaille dans le domaine du spatial. Donc on développe des systèmes pour les agences spatiales, des logiciels de traitement d'images et on a une particularité, c'est qu'on est très orienté open source. Alors aujourd'hui, je suis là à également double casquette, donc la casquette CS, mais également la casquette russe. Alors russe, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec notre ami Poutine. Russe, c'est un projet européen qui a été lancé par la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. Donc ça s'appelle Research and User Support for Sentinel Core Product. Et on a été sollicité par les gens d'Aerospace Valley pour voir dans quelle mesure ce projet-là pourrait être partenaire de ce Copernicus Hackathon Climaton pour justement vous aider, vous, dans la réalisation de vos travaux lors de cet événement et vous apporter du support. Voilà. Next. Okay. Donc, rapidement, je vais vous expliquer un peu quels sont les objectifs du projet russe. Donc, le projet russe, son objectif, donc l'objectif qui a été imaginé par la Commission européenne, c'est de faire en sorte, en fait, d'aider au développement de la communauté des utilisateurs des données Copernicus. Alors, puisqu'on est un petit peu dans l'interactivité, est-ce que parmi vous, qui connaît les données Copernicus? Les données, ce qu'on appelle les core products. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ok. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle, nous, les données, les produits, les core products, Copernicus, ce sont les images satellites, en fait, donc qui sont acquises par les satellites Sentinelle qui ont été financés par la Commission européenne, qui sont lancés dans l'espace, qui tournent actuellement et qui tous les jours crachent et produisent des images, donc ce qu'on appelle les images Sentinelle. Et on a plusieurs types d'images disponibles, les Sentinelle 1, Sentinelle 2, Sentinelle 3 et maintenant Sentinelle 5. Et ces images qui sont à différentes résolutions, en fait, dans le cas de ce Copernicus Hackathon, on va vous demander justement de les utiliser pour pouvoir développer des applications en lien avec le climat et la donnée spatiale. Donc, l'objectif du projet russe, c'est justement d'inciter un maximum de personnes qui n'ont pas forcément un background en télédétection, par exemple, à appréhender ces données, à les utiliser et à les intégrer dans leurs travaux de recherche ou pour les startups ou les SME de développement, de prototyping en fait d'applications. Voilà. Donc, on s'adresse à qui? En fait, à une communauté assez large, hein, puisqu'on s'adresse aux étudiants,
mais aussi aux personnes qui font partie du corps enseignant, les enseignants, les formateurs, aux chercheurs, et également, comme je l'ai mentionné, aux PME, aux petites structures qui ont besoin justement qu'on les accompagne dans l'utilisation de ces données. Alors le projet russe, qu'est-ce qu'il va fournir en fait? Ben déjà, ce qui est important, c'est que le projet russe, il est gratuit en fait pour les utilisateurs. C'est que c'est la commission qui paie, donc il faut en profiter. L'ensemble du projet est accessible en fait vraiment à zéro coût. Donc, on va proposer en fait aux utilisateurs du service de leur fournir un environnement informatique dans le cloud. Donc, concrètement, ça va être une machine virtuelle ou un cluster de machines virtuelles pour pouvoir faire éventuellement du calcul parallèle ou des choses comme ça. Alors, je sais que parmi vous, visiblement, il y a pas mal de développeurs. Donc, je pense que ça va vous parler. Et je pense que vous serez, à mon avis, très intéressés pour utiliser ce genre d'environnement dans les travaux lors de cet event. Donc, on va fournir par le biais de cette machine virtuelle, de la capacité en computing, de la capacité pour stocker les images, parce que les images Sentinel, avec une répétitivité de 5 jours sur une zone donnée, on accumule énormément de données, donc il faut effectivement de la place pour les stocker. Donc des facilités pour faire du processing sur les images. Mais ça, c'est pas tout. On peut fournir ça à des utilisateurs, mais si on les laisse comme ça dans la nature en utilisant ces outils-là, généralement, ça va pas aller très loin. Donc, la commission a dit, on va fournir ces environnements, cet aspect technique, mais en plus de ça, on va mettre aussi en parallèle du support, mais du support physique, c'est-à-dire des experts qui, dans le cadre du projet, sont disponibles tous les jours pour accompagner les utilisateurs et les aider dans leurs travaux. Alors, ces supports, en fait, ils sont de plusieurs types. Ça peut être du support thématique pour justement appréhender, connaître la donnée Sentinel, comment je peux ouvrir une donnée, qu'est-ce que je peux faire avec. Mais c'est aussi du support technique, c'est-à-dire ma machine virtuelle, comment les outils qui sont préinstallés dans la machine, comment je peux les utiliser. Voilà. Et donc c'est assez large comme support, et tout ça, bien sûr, toujours offert gratuitement par la commission. Et je dirais en complément, la troisième offre de service, on a vu les capacités dans le cloud, le support physique avec des experts, c'est aussi une offre de formation, de training avec plusieurs fois dans l'année des événements de training qui sont donc toujours ciblés sur l'utilisation de la donnée Copernicus, comment je peux développer des petites applications pour extraire la donnée, pour faire du suivi de feux de forêt, du suivi d'inondation, de la cartographie de culture, des choses comme ça. Et donc on offre des formations pour une vingtaine de personnes, et ces formations sont un peu réparties dans différentes villes en Europe. Mais la particularité, c'est que toutes ces formations, en fait, sont réalisées avec des machines virtuelles, et tout le matériel qui est produit lors de ces formations, ensuite, il est directement accessible en ligne sur notre plateforme. Il y a les vidéos, les webinars sont également filmés, donc tout ça, c'est disponible gratuitement pour vous et pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Donc, maintenant, comment, à partir de ce projet-là, donc ce projet-là, il a démarré il y a un an. On a aujourd'hui plus de 600 utilisateurs qui sont répartis dans plus de 80 pays dans le monde. Donc, c'est un projet qui tourne en opération. Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant comment, dans le cadre de ce Copernicus Hackathon, on va pouvoir vous aider à réaliser vos challenges. Donc, ce qu'on a proposé, alors, à noter, et ça c'est aussi, vous allez le voir après, mais c'est qu'on travaille là en partenariat avec justement SoBlue. Hein, donc tout à l'heure, on vous a parlé des DIAS. Donc SoBlue est un DIAS, et la particularité, c'est que nos machines virtuelles qu'on va vous offrir, elles sont directement en fait hébergées dans l'infrastructure de SoBlue. Et ça va vous permettre, ça sera détaillé après, mais d'avoir un accès vraiment facilité et privilégié à toute la donnée Copernicus accessible, et qui sera directement en lien très étroit avec la machine virtuelle qui vous sera offerte. Donc, on va vous mettre à disposition pour les équipes, au moins à minima, il y aura une machine par équipe, voire peut-être plus. Donc, une machine virtuelle avec des outils préinstallés. On verra tout à l'heure le panel d'outils qui sont installés dans les machines. Vous aurez un accès facilité à la donnée Copernicus, mais pas que à la donnée Copernicus, à d'autres types de données spatiales également que SoBlue mettra à disposition, et ça vous sera détaillé plus en détail dans les présentations qui vont arriver. Et comme je l'ai dit, donc, on va dire
un catalogue d'outils, de toolbox qui vont vous permettre voilà, d'ouvrir une donnée, de faire du processing, de la visualiser, de travailler un petit peu avec la donnée pour faire un prototype d'application. Alors, quel type de machine virtuelle on va vous offrir? On va vous offrir une machine avec 8 cœurs, 32 GB de RAM et 500 GB de stockage pour stocker les données que vous aurez téléchargées dans vos environnements. Et ces environnements seront ouverts pour les 2 jours, c'est-à-dire le vendredi et samedi. Et ensuite, bien sûr, pour minimiser les coûts, elles seront fermées le samedi soir pour la fin de l'événement. OK, next slide. Voilà, donc une petite overview de l'ensemble des outils qui vous seront accessibles via ces machines virtuelles. Donc, vous allez avoir en fait plusieurs types d'outils. Vous allez avoir, alors pour les développeurs, ça va vous parler des frameworks de développement pour faire du R, du Python, du C. Mais on aura également des bibliothèques de traitement d'images, comme l'Orfeo Toolbox, GDAL, des outils plus dédiés justement à tout ce qui est analyse et traitement d'images. Et donc là, ça va être des outils open source comme Snap. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des utilisateurs de Snap et Snap, est-ce que ça vous parle? OK. Donc Snap, c'est un logiciel en fait open source qui a été développé par l'ESA, qui a mis à disposition gratuitement à la communauté scientifique, mais pas que, à tout le monde, et qui permet en fait, voilà, à la base de pouvoir à minima ouvrir une image et visualiser l'image, mais qui va permettre d'aller bien plus loin pour faire du traitement plus poussé d'image et même câbler en fait des chaînes de processing d'images pour analyser en fait une série multitemporelle d'images. Et ça devrait vous servir dans le cadre justement des challenges que vous allez relever lors du hackathon Climaton. Voilà. Donc, je ne vais pas détailler tous ces outils, mais en tout cas, tous ces outils seront accessibles. Et alors, si bien sûr, vous ne connaissez pas ces outils, si vous ne les avez pas manipulés, eh bien, durant l'événement, on va mettre à disposition une équipe de support dédiée, voilà, qui va vous accompagner du vendredi soir, enfin du vendredi après-midi jusqu'au samedi fin d'après-midi, avec des experts qui seront spécialisés dans l'utilisation du cloud et des machines virtuelles, des experts plus spécialisés dans la connaissance de la donnée Copernicus, donc des images Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, des gens qui seront plus spécialisés dans le domaine thématique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec ces données, quel type de données je peux extraire en fait d'une image satellite pour justement la coupler et la mutualiser avec des données météorologiques ou d'autres types de données, des données géographiques par exemple, qui pourraient vous servir. Et puis des gens spécialisés dans l'utilisation des outils open source. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler de Snap ou de l'Orfeo Toolbox, qui est également aussi un équivalent pour faire du traitement d'image. Et donc, il y aura des personnes qui seront là pour vous aider à utiliser ces outils si vous en avez la nécessité. Et puis, on mettra en place un petit chat durant l'événement. C'est un chat un peu temporaire qui sera ouvert et qui vous permettra de vous connecter et puis de dialoguer soit au sein de votre équipe soit, et directement avec nos experts qui pourraient être connectés pendant l'événement. Pour finir, ce à quoi vous aurez également accès, c'est du matériel. Alors, c'est du matériel en fait qui est généré par le projet russe, qui a été généré depuis pendant la première année de service opérationnel. Donc, c'est en fait des PDF qui vont vous montrer un peu des exercices pratiques pour manipuler les données Sentinel. Et également une bibliothèque de webinars, donc ce sont des vidéos qui ont été réalisées pendant l'année et qui vous expliquent voilà, comment je peux par exemple analyser la couleur de l'eau avec des données Sentinel-3, faire du food mapping avec des données Sentinel-1 qui sont des données radar, bon, tout un panel d'applications qui seront disponibles et que vous pourrez éventuellement visualiser. Ça pourra vous aider ensuite à aller un petit peu plus loin, vous, dans le développement de vos propres applications ou de vos prototypes. Voilà. Alors, bien sûr, là, vous allez, on va vous permettre d'utiliser en fait les infrastructures du projet russe. À savoir que par la suite, ensuite, si vous avez manipulé ces environnements et si vous êtes intéressé pour aller plus loin,
bien sûr, vous serez les bienvenus pour vous inscrire de manière un peu plus officielle sur la plateforme du projet russe, vous créez un compte et continuer par la suite les travaux que vous avez menés dans le cadre du hackathon avec un environnement russe qui vous sera proposé pour travailler pendant 3 mois, 6 mois ou voire un peu plus même pour continuer vos travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis bienvenue à ce Copernicus Hackathon. Oui, bonjour, je m'appelle Frédéric Clouseau, je suis chez Airbus Defence and Space et on opère la plateforme SoBlue. On l'a développée et mis en ligne à partir du mois de juin cette année. Donc, vous êtes parmi les premiers à l'utiliser en grandeur nature et on est très fiers de vous associer à cet événement. Si tu peux passer la suivante. Donc, je vais, en complément de ce qu'a dit la personne du russe juste avant moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on met à votre disposition dans le cadre de cet événement. Donc, d'abord, SoBlue, pour y accéder, c'est très facile. C'est soblue.eu. Vous êtes sur la plateforme de service SoBlue. Et à partir de cette plateforme de service, vous pouvez accéder à un certain nombre d'outils et de données et de services qui sont mis en œuvre dans cet événement. On va passer à la suivante peut-être. Donc spécifiquement pour cet événement, on met à la disposition de vos équipes jusqu'à une cinquantaine de VM dont les caractéristiques ont été rappelées aussi par la personne de CS. Bien sûr, ces VM vont être ouvertes à la demande des équipes. Vous pourrez les utiliser jour et nuit jusqu'au samedi soir. Si vous voulez conserver les résultats de vos projets, de vos calculs, des images, n'importe quel de ces résultats, n'oubliez pas de les recopier ailleurs, parce que quand on va détruire les VM, on va tout effacer. Donc, il faut prévoir dans le temps de vos travaux un moment où vous vous dites, bon, ça y est, on s'arrête là et on sauvegarde. Alors, vous pouvez sauvegarder soit sur des disques externes chez vous, soit sur du Google Drive. Enfin, vous avez accès à des moyens classiques de sauvegarde. N'oubliez pas de le faire parce que ce serait dommage de perdre des choses que vous aurez mis quelques heures à obtenir. Il faut y penser. Les administrateurs du Climaton vous ouvriront les VM et vous fourniront les comptes pour administrer les VM si vous en avez besoin. Mais ça sera fait au fur et à mesure à votre demande. Je vais passer à la suivante. En termes d'offres de données, aujourd'hui, à la date dans 15 jours, quand le Climaton va commencer, on met en ligne l'ensemble des collections Sentinel-1. Donc, en termes d'accès à travers le catalogue, vous pourrez accéder à tout l'historique des données Sentinel-1, tous les niveaux de traitement Sentinel-1, level 0, level 1, en GRD, en SLC, et les océans niveau 2. On met en ligne toutes les données Sentinel-2 au niveau L1C, c'est des tuiles déjà précalculées qui sont disponibles en ligne. Donc à partir, on n'a pas toute la collection complète, on commence au 1er octobre 2016. C'était quand même deux années de données Sentinel-2, il y a des données tous les 5 jours, donc ça fait un paquet de données, c'est quelques millions, ça fait plus de 5 millions de scènes Sentinel-2. Et on met en ligne aussi dans le catalogue, accessible à travers le catalogue SoBlue, les données Sentinel-3 qui sont générées soit à l'ESA en mode opérationnel, soit il y a des produits qui sont encore à un statut pré-opérationnel et qui sont quand même disponibles à travers le catalogue SoBlue. Et la même chose pour les données calculées par EUMETSAT, qui est aussi un fournisseur de données Sentinel-3 pour tout ce qui touche au domaine maritime. Vous pourrez, à travers le catalogue SoBlue, accéder aussi à des données, non plus les données satellites, mais des données issues des données satellites, qui sont les données qu'on appelle les Copernicus Core Services, qui sont vraiment des services opérationnels financés par l'agence et la Commission européenne. Et on a en ligne un certain nombre de données dans le domaine maritime et le domaine land, qui sont aussi accessibles à travers le catalogue SoBlue.
Vous n'aurez pas forcément besoin d'aller sur les services de la Commission européenne qui mettent en ligne ces données. Vous pouvez y accéder directement à partir de Soblou. Une caractéristique importante, c'est que dans le stockage, dans le stockage cloud de Soblou, vous avez directement les données Sentinel-2 L1C qui sont disponibles directement dans le stockage. Vous n'avez pas besoin de les télécharger depuis l'agence spatiale et les différents hubs de l'agence spatiale. Vous avez directement accès rapide, puisqu'ils sont dans le même cloud, dans le même data center. Ils sont en accès très rapide depuis les VM que vous aurez. Vous aurez accès directement en Object Store aux données de Sentinel-2 L1C. Et on a, comme je vous disais, une quantité, on commence à avoir des données marines et l'Inde disponibles aussi dans le stockage Soblou, directement dans le stockage Soblou. Pour les données qui ne sont pas disponibles dans le stockage Soblou, elles sont téléchargeables de façon transparente par Soblou depuis les hubs de l'agence. On va passer à la suivante. Soblou, c'est un ensemble d'API orientés utilisateurs. Donc des API qui sont pour découvrir la donnée, donc tout ce qui est du search dans les dictionnaires, visualiser les quick looks, downloader les quick looks, des API de recherche standardisées au GC, genre ça parle peut-être à un certain nombre de développeurs d'entre vous, c'est des standards de requêtes sur les catalogues et les données d'observation de la Terre, des API pour voir la donnée, visualiser la donnée. On a pour Sentinel-2 L1C par exemple, dans notre stockage, un certain nombre de produits qui sont déjà tuilés en format pyramidal, où on peut zoomer jusqu'à la pleine résolution directement à travers l'API. Et on pourrait manipuler la donnée pleine résolution directement en streaming à travers ces interfaces WMTS. Il y a un certain nombre d'API de download pour télécharger les produits sur votre VM, sur le disque de votre VM, pour pouvoir travailler après dessus. Et bien sûr, toutes ces API sont documentées sur le site. Il y a la documentation d'API et aussi des tutoriels. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Le catalogue Soblou, il est accessible à travers le portail. Alors, ça ne rentre pas très bien sur la diapo, mais il y a un catalogue complètement interactif qui permet de sélectionner les datasets que vous voulez visualiser, voir, suivant un certain nombre de critères, la couverture nuageuse, les caractéristiques des produits, sélectionner vos produits et décider ceux sur lesquels vous voulez travailler. C'est la suivante. Parce que, pour démarrer avec Soblou, donc le plus simple, c'est d'aller se connecter sur le site, de s'enregistrer, parce que pour télécharger les données, vous avez besoin d'être enregistré. Pour vous promener sur le site, lire la documentation, regarder ce qu'il y a dans le catalogue, vous n'avez pas besoin d'être enregistré, mais si vous voulez télécharger les données, on vous demande d'être enregistré. Donc, pour vous enregistrer, il y a un tutoriel en ligne qui vous permet de voir qu'en allant sur le petit bouton avec le petit bonhomme en haut qui vous permet de vous connecter, vous demande de vous enregistrer. Donc, vous pouvez utiliser votre compte Google si vous voulez, ou vous créez un compte chez notre fournisseur d'accès iWelcome. C'est documenté dans le Authentication tutorial. Une fois que vous êtes authentifié, pour télécharger ou pour utiliser les API, vous avez besoin d'Access Key. Quand c'est en interactif, vous utilisez le mode connecté via le portail. Quand vous utilisez l'API, vous avez besoin d'Access Key, c'est classique. Donc, pour aller récupérer et créer des Access Keys, vous allez dans la rubrique Personal Account et vous avez un moyen pour créer vos Access Keys. De la même façon, vous avez un tutoriel qui explique tout ça. Et avec ça, vous êtes prêt à démarrer. C'est la suite. Alors, pour télécharger les données, il y a deux façons de faire. Soit à travers le catalogue, choisissez dans le catalogue les données et vous cliquez sur les petits boutons qui est entouré en rouge. Donc, il est soit bleu si la donnée est locale à notre stockage et que vous l'avez déjà. Donc, ça va avoir des performances de téléchargement assez rapides. Et si elle est orange, ça veut dire qu'on va aller vous la chercher pour vous sur la source. Donc, ça peut être un DEDUS de l'agence, ça peut être des Copernicus Core Service. Mais pour vous, c'est transparent, en fait. On va la chercher pour vous. Vous n'avez pas besoin de créer de compte sur l'EDUS, sur le fournisseur d'accès de la donnée. Elle n'est pas chez nous, mais on va vous la chercher pour vous et on vous la sert exactement de la même façon que si elle était chez nous. Et le deuxième moyen, c'est à travers l'API de download qu'on a vu précédemment. Il suffit de renseigner l'API, mettre vos clés d'accès et vous pouvez télécharger la donnée. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, Christophe va vous présenter Soblou
en dehors de ce qu'on vous met à votre disposition pour ces 2 jours. Attendez, j'ai pas encore commencé à parler, merci. Bonsoir. Donc effectivement, voilà, c'est toi, d'accord. Donc c'est inutile. D'accord. Donc effectivement, alors Christophe Sauvage, rassurez-vous, il y a longtemps que je me suis calmé, je ne mordrai personne. Frédéric donc a présenté, je dirais, la partie technique de ce qui va être mis à votre disposition là pour le climaton. Je vais tâcher d'en faire une petite présentation plus générale pour que vous sachiez ce qu'il en est. Simplement une petite précision par rapport à ce que Frédéric a dit. Il a beaucoup fait un focus sur les données qui sont localement présentes donc sur SoBlue. Sachez que toutes les données entre guillemets du monde entier sont accessibles à partir du moment où vous connaissez l'URL sur laquelle aller les chercher. Donc en particulier des données par exemple de Météo France, des données Sentinel 5P. Vous allez voir que pour l'instant ces données ne sont pas présentes dans le catalogue. Il est en train de travailler dessus, et d'autres données qui pourraient être mises à disposition par la mairie de Toulouse ou d'autres organismes. Donc n'hésitez pas, à partir de SoBlue, vous aurez accès à toutes ces données. Alors, donc comme je le disais, une présentation peut-être un petit peu générale pour vous dire ce qu'est SoBlue au-delà de ce que vous allez pouvoir utiliser durant le climaton. D'abord, un petit historique très rapide. Le DIAS, alors SoBlue, c'est la mise en place par Airbus, pour faire simple, je détaillerai après, d'un DIAS. Le DIAS étant donc son petit nom, enfin c'est DIAS, et en l'occurrence c'est le Data and Information Access Service. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le fruit, je dirais, d'une initiative de la Commission européenne qui a fait le constat que les données Sentinelle au sens large, que ce soit des données Sentinelle, des satellites Sentinelle ou de ce que Eric a mentionné précédemment, à savoir les core services, ma foi, cette utilisation était faite, mais de façon très diffuse et de façon très partielle. C'est-à-dire qu'un utilisateur avait en général l'habitude de télécharger chez lui des données et d'en faire ce qu'il avait envie d'en faire, mais de façon locale sur sa plateforme. La Commission a souhaité renverser complètement le paradigme et de rassembler donc l'intégralité des données Copernicus à un et un seul endroit, en offrant en même temps la capacité, donc en termes de VM, d'outils logiciels, etc., à traiter cette donnée et à en faire de la valeur ajoutée. Et c'est précisément donc ce qui est à l'origine du projet DIAS, sachant que cette volonté, elle est apparue il y a à peu près 2 ans de la part de la Commission européenne, et puis elle s'est traduite par un appel d'offres de l'ESA, qui a rendu, je dirais, son jugement en fin d'année dernière, et donc le projet a été lancé donc en décembre 2017, sachant donc que Airbus est l'un des fournisseurs de DIAS, puisqu'il y en a quelques autres. Bien évidemment, je ne vais présenter que le meilleur, à savoir SoBlue. Donc SoBlue, je l'ai dit, a été construit par Airbus, mais pas Airbus tout seul. SoBlue, donc, c'est le DIAS construit par Airbus, Orange for Business, Cloud for Business, Capgemini, Vito, que vous connaissez peut-être un petit peu moins puisqu'ils sont spécialisés dans l'un des core services qui est la partie land, donc terre en français, et CLS qui, eux, apportent leur connaissance de la partie marine. Donc sans prétention, ce sont quand même des poids lourds du secteur de l'espace et en particulier de la donnée Copernicus. Et très clairement, l'objectif de SoBlue, il va presque au-delà des objectifs qui ont été fixés par la Commission, à savoir donc c'est supporter tout projet de recherche ou de business qui pourrait
je dirais, naître autour de la donnée spatiale et même au-delà, puisque au-delà donc des données qui ont été listées par Frédéric, sachez, je pense que c'est écrit là, oui, je l'ai sauté, mais les opérations de SoBlue ont commencé fin juin, donc on en est à notre 4e mois. Vous imaginez bien qu'en 4 mois, on n'a pas encore atteint le niveau de maturité, je dirais fonctionnellement oui, mais en termes de données et d'offres de services, on n'en est qu'au début. Donc, pour l'instant, Sentinel 1, 2, 3, Marine Land, mais ces collections vont s'étendre pour englober l'intégralité des données Copernicus, mais bien au-delà, puisque l'on envisage d'intégrer des données, par exemple, tiens donc, celles issues des satellites possédés par Airbus, et Martin en fera une présentation juste après moi, et ainsi que d'autres d'autres sources de données. Donc, nous proposons dans un seul et même, je dirais, environnement, donc les données, les moyens d'y accéder, bien évidemment, la plateforme pour les traiter, et puis tout un ensemble de ce que l'on appelle des professional services qui ont pour objectif d'accompagner l'utilisateur dans son cheminement ou vers l'aboutissement de son projet de recherche, ou alors de la création de son business. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a certains d'entre vous, peut-être tous, qui demain opéreront une start-up. Notre ambition est vraiment de vous accompagner sur ce chemin-là, et jusqu'à, par exemple, proposer des services de facturation qui ne seront certainement pas votre cœur de métier. Vous aimerez certainement vous en décharger sur SoBlue. Eh bien, nous serons là pour le faire. D'autres services comme l'accompagnement vers l'approche du marché, que ce soit en termes de communication ou de, comment dire, de construction du business case, nous serons là aussi, nous pouvons vous accompagner sur ce chemin-là. Donc le marketing, là on a vu, je dirais, le groupement industriel en haut, et en termes de marketing, enfin, ou de commercialisation, donc là l'équipe est un petit peu plus réduite, mais on y retrouve quand même Airbus, Orange et Capgemini, donc comme je l'ai dit, les poids lourds de tout à l'heure. Sachez que nous avons un programme Early Adopter, je dirais, quels que soient les résultats de ce climaton, mais ils seront forcément excellents. Si vous avez un projet sur lequel que vous souhaitez faire mûrir sur une plateforme, eh bien, vous savez qui contacter. Les 3 contacts sont là. Je n'ai pas mis mon nom, mais vous pouvez aussi me contacter. C'est christophe.sauvage et la suite @airbus.com. Vous saurez l'imaginer. Slide suivant, s'il te plaît. Alors là encore, bon, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que SoBlue? SoBlue, on peut le voir de 2 façons, je dirais. Un écosystème technique, donc les données, la plateforme cloud. Vous l'avez compris, on se base sur l'offre cloud d'Orange. Ensuite, donc tout un ensemble d'API, enfin, ou de services au sens large, que ce soit des API d'accès à la donnée, des services de billing, comme j'ai pu en parler, ou autres, et puis comment dire, un panel de professional services tels que donc l'accompagnement sur une thématique particulière, ou alors donc sur le montage d'un business plan. Donc, le suivant, voilà, on peut le voir aussi comme une formidable caisse de résonance pour un business qui pourrait démarrer, c'est-à-dire qu'on va vous offrir, on va tâcher de vous apporter de la visibilité, un environnement de collaboration, tout un ensemble de services qui va vous permettre de vous focaliser sur vraiment la partie valeur ajoutée de votre métier, de façon à en assurer la croissance, et nous chargerons du reste. Et enfin, donc, je dirais, tout un environnement qui permet d'explorer ce qui peut être fait ou par les services que SoBlue propose par lui-même, ou aussi par les services que d'autres start-upers ou industriels pourront proposer sur la plateforme SoBlue. Donc là, la notion d'écosystème est vraiment très importante. Il y a un enrichissement, je dirais, de l'un par l'autre qui est clairement dans nos objectifs. Next, please.
Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à traiter vos challenges, vos projets, qu'ils soient de recherche ou business, et on tâche d'adresser, et on tâchera d'adresser de plus en plus l'intégralité, si tant est qu'on puisse toutes les lister, des thématiques qui sont exposées là. Next, please. Voilà, là encore, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un focus sur les professional services, donc l'accompagnement business, thématique, etc. Je pense que de toute façon, j'imagine que ces slides seront mis en ligne, donc vous pourrez les voir à tête reposée. Je ne sais pas s'il en reste. Si, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, j'espère que d'une part, on vous a donné envie d'utiliser SoBlue. Sachez que, à l'exception des VM qui, comme on l'a dit, seront mises en route dans la journée de vendredi, enfin, vous seront mises à disposition, on va dire, lorsque le hackathon va commencer, et seront éteintes après. J'ai vu 15 heures. Bon, s'il faut attendre jusque 17h, 19h, 21h, dites-le nous, juste que on n'écrase pas tout au passage. Il n'y a pas de souci particulier. Eh bien, voilà, nous sommes prêts, j'espère autant que vous, à faire ce climaton et encore une fois, à aller au-delà. J'ai remis les contacts ici, ça n'est pas tout à fait pour rien. Et surtout, profitez-en. Donc, à l'exception des VM qui seront ouvertes vendredi, l'intégralité du site est accessible. Donc, si vous voulez déjà vous familiariser avec les données, avec les API, etc., SoBlue est là pour ça. Et je pense que pour le coup, c'est tout. Et je vous remercie. Je sais pas si... C'est juste ça. Bonsoir, Martin Pantier, Airbus. Rassurez-vous, c'est la dernière présentation sur les données qu'on vous met à disposition. Et j'ai essayé de relever un challenge qui demande un petit peu de logistique, du coup, c'est que vous n'allez pas avoir de PowerPoint. Donc voilà, on va regarder le site qui va vous être mis à disposition et une petite vidéo qui va vous expliquer pourquoi Airbus fait ça, pourquoi on participe à des hackathons, des challenges et pourquoi on fait de l'innovation ouverte. Donc ça va vous expliquer ça en 2 minutes et après on va aller sur le site très rapidement pour vous montrer que c'est très simple d'accéder à cette donnée gratuite. Voilà, donc c'est le site One Atlas Sunbox. C'est assez facile d'y aller sur Google, vous tapez Airbus Sunbox ou Intelligent Sunbox, voilà, et vous allez tomber dessus. Ce site, qu'est-ce qu'il vous présente, si on peut descendre effectivement, c'est une plateforme en ligne où on a mis toute une série de données gratuites à disposition en téléchargement ou en streaming et des API également pour accéder à la donnée. Donc vous verrez, il y a des petits flyers là-bas, donc vous pourrez prendre, il y a l'adresse, etc. dessus et ça vous explique en 3-4 mots ce qu'il y a là-dedans. Donc si on descend un petit peu, je vous propose de regarder la vidéo et après on va montrer concrètement comment on s'en sert. Donc ça peut descendre un petit peu. Voilà, là, et en plein écran, et ça va être parfait. Ah, il n'y a pas trop de son. Ah oui, effectivement. Bon, c'est sous-titré. Ah non, peut-être pas celle-là en fait. Ok, bon, je vais vous l'expliquer alors. Donc, l'entité Intelligence d'Airbus Defence and Space à laquelle j'appartiens, donc on adresse plusieurs types de marchés, comme vous voyez ici, soit en fournissant de la donnée, comme ce que vous avez sur Google Earth ou Google Maps. Il y a beaucoup de notre données qui en fait partie grâce à nos satellites Pléiades et Spot, et on adresse tous ces segments de marché. Donc, pour des services à valeur ajoutée, pas juste donner de la donnée, et vendre de la donnée, mais également fournir des services plus complets pour l'agriculture de précision, par exemple, ce que vous pouvez peut-être connaître. Et on a décidé de se lancer dans l'Open Innovation pour développer un écosystème de partenaires, comme vous voyez ici, pour valoriser notre donnée, pour utiliser notre donnée, pour créer des nouveaux services à valeur ajoutée. Donc pour ça, on a une plateforme, une offre commerciale qui s'appelle One Atlas, et sur laquelle on a des API, nos données, des outils de processing, d'analytics, et on fournit nos services à partir de cette plateforme One Atlas. Et à côté de ça,
on a créé ce qui s'appelle One Atlas Sandbox, donc le bac à sable, où on a accès gratuitement, là, dans ce cas-là, à toute une série de données. Et on participe à des challenges et des hackathons où on soutient les participants pour développer ces nouveaux services. Donc, à partir de cette plateforme digitale One Atlas, il y a d'un côté la Sandbox où on peut télécharger les données et puis faire des manipulations de son côté avec ces données. Et après, quand on est un petit peu plus mature, on passe au Playground où là, on peut mettre son service, son algorithme sur notre plateforme pour le faire tourner. Et après, on ouvre des nouveaux partenariats avec ces startups ou ces développeurs. Et donc, on finit en disant, bah voilà, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur le site et commencer à télécharger des données. Donc, Johanna, si on revient sur le site après. Voilà. Donc, la voix en anglais est plus sympa. Je vous invite à aller voir sur le site directement ce soir. Alors, en dessous, vous avez un petit peu les différents hackathons auxquels on a participé ou on participe toujours. Donc, Acting Space, pour ceux qui connaissent. On a fait le Startup Weekend de l'ISAE. On vient de lancer aussi un concours avec l'INSA là, cette semaine et d'autres écoles d'ingénieurs où, par exemple, on donne des images satellites et le but, c'est de trouver automatiquement les éoliennes avec du deep learning. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Donc, soit on est intéressé par des nouveaux concepts orientés business, c'est-à-dire, bah voilà, je prends des images d'Airbus et d'autres types d'images, par exemple, les images gratuites Sentinel, etc. Et j'imagine un nouveau service, une nouvelle application, mais sans trop de technique derrière, juste en compilant différentes sources de données. Et je peux proposer une nouvelle offre, une nouvelle application qui va être payée par des utilisateurs finaux. Ou on est aussi intéressé par des développements technologiques à base d'intelligence artificielle, donc machine learning, deep learning et autres, où là, ça va plus mouliner nos données pour après fournir une automatisation des tâches que nous, on faisait d'habitude nous-mêmes avec des opérateurs humains. Par exemple, la détection automatique de changement, ça c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup en ce moment. Donc, entre deux images, comment on peut automatiquement montrer où est-ce qu'il y a eu une nouvelle piscine qui a été construite alors qu'ils n'avaient pas le droit, par exemple. Un exemple tout bête, mais c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de ce hackathon, ce climathon, où on vous met à disposition. Donc, si on descend un petit peu plus, Johanna, il y a toute une série, voilà, si on descend encore, voilà, il y a toute une série de datasets ici, ce qu'on appelle des datasets. Donc, chaque bloc, c'est un dataset de données qu'on vous met à disposition. Et là, par exemple, on en a un, par exemple, sur Toulouse, où là, il y a 40 images Pléiades sur Toulouse. Donc, des images Pléiades, c'est de la résolution de 50 cm, c'est-à-dire un pixel, ça fait 50 cm. Donc, avec ça, on compte très bien les voitures, pour faire très simple. Voilà, c'est ce que vous voyez beaucoup sur Google Earth et Google Maps. Et donc ça, vous avez 40 images au-dessus de Toulouse pendant 2 ans à différents moments. Et là, vous pouvez très bien voir l'expansion des forêts ou la réduction en l'occurrence, le développement de l'urbanisme, des routes, etc. Et imaginez un service à partir de ces images, ce que vous découvrez automatiquement ou pas sur ces images et mixer ça avec d'autres types de données pour dire, bon, bah voilà, on a analysé ça et on pourrait fournir un service qui fait d'autres choses. Donc, vous allez sur chaque bloc, vous cliquez dessus et puis vous aurez un petit descriptif. Et après, à la fin, et je vais en finir là-dessus, Johanna, si on peut complètement descendre le site. Voilà, donc ça, c'est les différents encore. Voilà, l'enregistrement, c'est juste en bas. Donc, on vous demande juste votre nom, votre email, quel dataset, ce que vous faites comme organisation. Donc là, c'est facile, hein, vous mettez juste Climaton et le dataset que vous voulez. Et après, on descend encore un tout petit peu, Johanna. Et voilà. Et là, vous acceptez les termes de la licence. Alors, pourquoi c'est important? Cette licence, elle dit que vous utilisez l'image à des fins de prototypage, juste pour faire un démonstrateur à la fin. Vous n'avez pas le droit de faire du business derrière avec ça. Vous n'allez peut-être pas aller loin de toute manière avec ces datasets, mais quand même, c'est important pour vous de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière l'utilisation de l'imagerie satellite commerciale. C'est-à-dire que si après, vous voulez développer un vrai business à partir de ces images, ça vous coûtera de l'argent. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dans votre business plan. Et quand on voyait le business Canva où il y avait toutes les boîtes là tout à l'heure, on a dit c'est pas très grave ce qu'il y a tout en haut à gauche, c'est les partenaires importants ou ceux qui vous filent des choses. C'est pas très important. Si, c'est important parce que nous on serait là-dedans typiquement. Donc il faut y penser dès le début, c'est que ça va potentiellement vous coûter quelque chose si vous développez un service à partir de nos données. Mais après, voilà, ça a peut-être plus de valeur de partir de nos données que d'autres types de données gratuites. Donc voilà, c'est juste ça à prendre en compte dans les aspects business.
Donc, il y a des petits flyers là-bas à côté du coca et du jus de pomme, donc vous le trouverez facilement. Et sinon, je suis à votre disposition encore un petit peu là et on sera le jour J de toute manière là pour vous aider et pour vous soutenir. Et après, ce site, il est de toute manière toujours ouvert. Il n'est pas ouvert que pour le hackathon. Il est vraiment fait pour vous, les développeurs, les étudiants, les start-upers. Il est tout le temps ouvert et je vous invite à vous enregistrer dès maintenant et commencer à réfléchir à des services et des applications que vous pourriez proposer pour le climaton. Vous enregistrez dès maintenant et commencez à jouer avec les données et notamment après sur SoBlue. Donc voilà, vous pouvez utiliser SoBlue comme la plateforme où vous pourrez ingérer les données Airbus dessus. OK? Bon, maintenant on va vous apprendre comment faire des pitchs, si j'ai bien compris. Après tous les bons exemples que vous avez eus. Je pense que la personne de Pitch Me Up qui va vous faire de la présentation, et là il y a un petit souci, elle va arriver dans 10 minutes. Et peut-être on peut commencer là pour la partie icebreaking, et après on reviendra d'ici dans 10 minutes pour faire la deuxième partie. Est-ce que ça vous va? Dans 10 minutes à 18h50, on revient ici pour pouvoir faire. Et je laisse à Roberto ou Aurélie et cela. C'est pour. On va vous distribuer maintenant des. Tu peux expliquer? Hein? Ah, ok. On va vous distribuer des pouvoirs. Parce que, oui, on va vous distribuer des pouvoirs. Vous avez la chance aujourd'hui, vous allez aller. Alors vous les lisez, mais vous dites pas à votre copain d'à côté ce que vous avez. En fait, C'est pour vous, en fait. Il va falloir vous lever là. C'est pour vous, vous allez prendre un petit papier de panier et chaque personne aura un pouvoir. Donc vous le gardez pour vous pour l'instant. Oui. Une fois que vous savez ce que vous avez dans le pouvoir, vous les remettez dans le. Ne gardez pas votre papier. Vous vous rappelez de votre pouvoir quand même. Donc après, on va falloir qu'on se lève. C'est fini les pitchs? Non, pas de pitch me up dans 10 minutes. Dans 10 minutes? On va pas pouvoir recommencer l'animation et refaire le truc. Non, mais au moins que tu commences à expliquer cette partie-là. Okay. Bon, alors en fait, le truc c'est que. Non, on arrête le. Donc vous allez avoir des pouvoirs, le but ça va être un peu de causer, d'essayer de faire connaissance, de comment ça s'amuser. Bon, les pitchs c'est bien, ça va faire plein de choses. Il va falloir un petit peu passer au côté du hackathon, donc on va essayer de commencer la connaître. Donc en fait, les pouvoirs, vous allez essayer il va falloir que vous essayez de vous regrouper par équipe de pouvoir. Mais vous allez pas en parler. Donc il va falloir que on va utiliser tout le reste de la salle de là-bas. Donc il va falloir que vous retrouviez les copains qui ont le même pouvoir que les copines qui ont le même pouvoir que vous. Vous parlez. Donc vous avez le droit à faire tout ce que vous voulez. Les textos, c'est pas autorisé non plus. Donc du coup tout le monde est arrivé, tout le monde a eu son pouvoir. Hein. Donc je pense qu'on va pouvoir se lever et se diriger vers le fond de la salle. On va lâcher des chaises. Non, il y a ici. Mais qui
Sachant que voilà, comme je dis, on a 5 guides cette année. Par contre, c'est d'or. Bonsoir. Ah, c'est bon. Oui, je vous ai reconnu. Bon, je dis que on va comme ça, je leur ai dit, parce que là, on a fini à 40 et comment il y avait blanc dans la présentation, je vais faire lever et on a commencé la première partie de ce qui vient après. Et là, je vais dire à mon collègue que vous êtes déjà arrivés. Parce qu'en fait, normalement, on voulait que ça tout soit suivi. Parce qu'après, il y aura tout ce qui est enregistré. Il vaut mieux qu'on ne puisse pas attendre. D'accord. Merci. Alors, ça marche? On avait fini sur les bons moments, du coup, on a enchaîné sur ça.
Vous avez envoyé un lien pour les tester ou Alors, oui, et ça c'est bon, parce qu'il n'y a pas... Bon, normalement ça me fonctionne. D'accord. On va essayer. De toute façon, sinon c'est un clic de souris. Oui. Et alors, c'était ça. Je vous avais déjà mis où? Alors, vous pouvez aller, ouais, juste. Et vous voyez le petit carré en bas? Remonter sur le slide. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer pour voir si ça fonctionne? Il est là. Non, ouais, non. C'est pour faire passer les slides. Ça fonctionne. Alors là, ça marche pas. Il faut pointer vers ici. Il faut pointer vers ça. Oui. J'ai pas de retour. Non. C'est pas grave, je regarde en même temps. Ouais, non. Il faut... Non. Oui, c'est mettre plutôt vers là. Ah. C'est un webinaire. Là, on est en train d'enregistrer. D'accord. Il n'y a pas de son. Ok. Bonsoir. En fait, je vais vous faire une courte présentation sur le pitch, qui est l'exercice que vous aurez à faire en fait à la fin de vos 2 jours, c'est ça? Et en fait, le pitch c'est important puisque finalement c'est le seul rendu que le jury verra. C'est-à-dire même si vous faites un travail extraordinaire sur les 2 jours, si votre pitch ne le retranscrit pas bien, ben ce travail il passe un peu à la trappe. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Chérif Mili, je suis consultant en management et stratégie d'innovation chez InnoPunch. Donc, on est une boîte de conseil. En fait, on est 2 chez InnoPunch. Il y a moi-même et Maxime Pavlak. Et en fait, on a tous les 2 un tronc commun qui est un peu la conduite de projets innovants et le pitch. Et ensuite, on a une petite différenciation, c'est que moi, j'approfondis plus la dimension stratégique et managériale et mon collègue approfondit beaucoup plus la dimension technologique puisque c'est un technophile voilà, qui est passionné de nouvelles technologies et qui peut prototyper dans la blockchain, dans l'intelligence artificielle, dans l'IoT. C'est un touche-à-tout. Et du coup, voilà, on est un peu complémentaires pour travailler sur les projets innovants, moi sur la dimension stratégique managériale et lui sur la partie technologique. On travaille avec tout type de structures, à la fois des grandes entreprises, des accélérateurs de start-up et des écoles d'ingé et de commerce. Et en fait, on a cofondé un événement qui s'appelle Pitch Me Up. En fait, c'est un concept c'est un événement qui a lieu tous les 2 mois à peu près, et où on fait pitcher des startups sans enjeu. En fait, des startups viennent pitcher pour tester leur concept, pour tester le public, et des gens qui sont passionnés par l'innovation viennent voir. Et ensuite, ça finit par un apéro. Et donc, c'est une communauté qui compte 1600 membres. On est sur Meetup. Et donc, je vous invite à vous joindre à nous, puisque visiblement, l'innovation vous intéresse, sachant que la prochaine date, c'est le 25 octobre à Atom. Vous connaissez Atom? Voilà. De toute façon, rejoignez-nous sur Meetup et venez à nos prochains événements. Voilà pour la présentation rapide. Maintenant, on va aborder le pitch. Alors, je vais être obligé à chaque fois de me retourner vers l'écran. Je fais mon... Alors, le pitch, c'est à propos du business, en fait. Dans le pitch, vous allez parler de cibles, vous allez parler de produits techniques, vous allez parler de technologie. Ici, le thème, c'est l'espace. Mais au final, c'est sur quoi on va vous évaluer. Vous êtes là pour trouver des idées de start-up. C'est est-ce que vous pouvez construire un business dessus. Et donc, tout ce que vous direz sera interprété comme soit un moyen pour faire gagner de l'argent, soit un mauvais calcul pour gagner de l'argent. Et en fait, le thème sous-jacent à tout ce que vous direz, c'est est-ce qu'on sera capable de gagner de l'argent avec? Et ça, c'est intéressant de le garder en tête pour ne pas vous perdre dans la dimension technique. Alors,
c'est une idée que j'ai. En fait, c'est une solution polyvalente qui optimise l'efficacité des échanges en minimisant les redondances sur l'ensemble des canaux synchrones et asynchrones, en simplifiant les accès multiples et en réduisant les données de façon ordonnée et systématique. Vous aimez? En fait, ça, c'est un travers qui se retrouve dans la plupart des pitchs. C'est une volonté de faire plus compliqué. C'est une volonté d'utiliser des mots plus intelligents, avec plus de syllabes, pour faire un peu plus sérieux. Et ça marche pas du tout, en fait. L'un des premiers obstacles qui fait qu'on n'adhère pas à votre pitch, c'est qu'on ne le comprend pas, tout simplement. Déjà, si vous arrivez à faire comprendre, vous avez déjà réussi brillamment passer le premier filtre. Et pour vous donner si j'ai une appli qui permet d'ouvrir les portes et les fenêtres, j'appelle pas ça un dispositif de contrôle à distance de l'ouverture, des accès, ouverture, fermeture secondaire et primaire. Non, je dis c'est une appli qui permet d'ouvrir des fenêtres et des portes. On comprend beaucoup mieux. Alors, et ça, c'est une télécommande qui permet de passer à la suite normalement. OK. Donc, make it simple. Quand vous présentez quelque chose, appelez un chat et dites ce que fait votre solution, tout simplement. On revient en arrière maintenant. Hop. Après, je ne sais pas si vous avez déjà vos idées ou pas. Alors, par expérience, je sais qu'en général, vous allez penser à que votre solution, elle sera simple, elle sera qualitative, elle sera rapide, elle sera abordable en général. Et ça, même quand je viens à posteriori, une fois que les gens ont trouvé leurs idées, ils disent ouais, vous connaissez bien notre idée. En fait, c'est pas que je connais votre idée, c'est que tout le monde prétend être ça. Ce qui fait que si vous vous mettez à pitcher et que vous expliquez, vous perdez votre temps à dire notre solution, elle est simple. Alors nous, on est simple, on est qualitatif, on réagit vite et on est abordable. En fait, on entend ça tellement souvent que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est un filtre naturel qu'a le cerveau humain. Et du coup, le temps que vous passez à dire des évidences, c'est un temps que vous avez perdu pour convaincre. Et du coup, on ne dit pas ma solution est simple, elle est de qualité, on réagit rapidement, elle est réactive, on a un bon service client, elle est abordable, on explique comment. Donc, si votre solution répond à ces critères-là, vous devez passer votre temps à expliquer comment et pas proclamer des choses comme ça. En général, ça ne prend pas, on les filtre naturellement sans faire exprès. Et c'est normal que vous fassiez ça, vous n'êtes pas les seuls, en fait, même des grandes entreprises parfois se perdent dans ce type de formulation. Là, par exemple, c'est la mission de Volvo, c'est un screenshot de leur site. C'est by creating value for our customers, we create value for our shareholders. We use our expertise to create transport-related products and services of superior quality, safety, and environmental care for demanding customers in selected segments. We work with energy, passion, and respect for the individual. Quand ils vous disent on travaille avec énergie, passion et respect de l'individu, aucune entreprise ne vous dira on travaille, nous, on ne met pas d'énergie, on n'aime pas ce qu'on fait, on ne respecte personne. On ne respecte pas les individus. Quand il dit en créant de la valeur pour nos clients, on crée de la valeur pour nos actionnaires. Ah bon? Merci de nous avoir dit, on avait besoin de savoir. Et en fait, la plupart, mis à part create transport-related products, là, ils disent quelque chose sur l'entreprise, tout le reste, c'est du blabla qui est vide. En fait, tout le reste, ils le disent, mais tout le monde le dit, donc ça n'apporte aucune information. Ça n'apporte aucune information. Tout le reste, c'est du vide. Et du coup, ne soyez pas barbants. Voilà. Alors, ce qui n'amène aucune information ne vaut pas la peine d'être dit, et ce qui est évident ne vaut pas la peine d'être dit. Et donc, il faut que quand vous avez le pitch, je ne sais pas combien ils ont de temps pour le pitch. Voilà, bon, 6 minutes, c'est long. Vous pouvez peut-être être barbant un peu. mais non, mais l'idée, c'est 7 minutes. Profitez de ces 7 minutes pour dire des vraies choses qui font avancer la compréhension de votre projet. Ne les noyez pas sous des termes barbants ou un jargon que les gens ne comprennent pas. Donc, soyez simple et dites ce qui vaut la peine d'être dit. Ensuite, pour les slides, il y a une règle simple. Une slide égale une idée. La slide va illustrer une idée. Vous ne mettez pas plus d'idées par slide, sinon ça complique trop les choses et on n'arrive plus à vous suivre. Et en fait, un autre élément sur les slides, c'est qu'on doit pouvoir découvrir l'ensemble de votre slide en 3 secondes. Pour la simple raison qu'on ne peut pas suivre 2 choses en même temps. Si j'ai besoin de 10 secondes pour lire le contenu de votre slide, pendant ces 10 secondes-là, je ne vous écoute pas. On ne peut pas faire les deux en même temps. Soit vous m'écoutez quand je parle, soit vous lisez la slide. Et donc, je mets des slides en un coup d'œil, vous avez compris ce qu'il y a sur la slide, et là, vous vous concentrez sur ce que je dis. Et en fait, la slide est juste un support. C'est vous qui pitchez, c'est vous qui présentez le concept, c'est vous qui vendez votre concept. La slide, elle va être là pour souligner un point fort, pour renforcer le message, pour mettre un chiffre clé.
Maintenant, on va parler du plan. Ça, c'est des règles générales du pitch. Maintenant, quel plan pour ça? Alors, le plan général pour un pitch startup, enfin générique, c'est problème, solution, business model, légitimité, marketing et vente, compétition, équipe, projection, étape clé, résumé et demande. Et ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est que 90% du travail, c'est les 4 premières parties. Si vous gérez vos 4 premières parties, le reste, vous montrez que vous savez lire et écrire. Ouais, on a un plan marketing, oui. Bon, j'exagère un peu, mais 90% du travail, c'est sur la première partie. Si vous foirez la première partie, c'est pas la peine de passer au reste. Et donc, pour préparer votre pitch, concentrez-vous essentiellement sur ces quatre parties-là. Et moi, là, je vais vous parler des 3 premières, puisque légitimité, c'est un sujet complexe, surtout sur un format court comme celui-là. Et bon, vous comprenez ce que ça veut dire aussi, légitimité. Du coup, on commence par le problème. Et en fait, ce qu'on attend d'un problème, c'est qu'il soit concret, mesurable et quantifiable. Il faut que quand vous parliez du problème, il y a une personne quelque part qui va le ressentir, ce problème-là, même si c'est une entreprise, c'est une personne dans cette entreprise-là. Il faut que quand vous exposiez le problème, on ressente la douleur que ressent la personne qui le ressent. Soyez concret. On va se dire, mais comment cette personne-là ou ce professionnel-là vit avec ça tous les jours? C'est compliqué. Enfin, ou si c'est pas un professionnel, c'est un consommateur, ou quoi qu'il en soit, le problème doit être concret, on doit le comprendre et ça doit susciter de l'empathie. Derrière, mesurable. Si c'est une perte de temps, combien? Si c'est une perte d'argent, combien? Si c'est de la pollution, combien? Et quantifiable, alors, je fais une différenciation arbitraire entre mesurable et quantifiable. Mesurable, c'est une grandeur pour la criticité du problème, en gros. Si c'est une perte d'argent, combien? Si ça pollue, combien de carbone? Et quantifiable, c'est combien de personnes sont sujettes à ce problème-là, ou combien d'entreprises sont sujettes à ce problème-là, ou combien de fois par jour, combien de fois par semaine. Voilà. Et ce qu'on aime, c'est un problème concret, qui est critique, et que beaucoup de gens ressentent, ou beaucoup d'entreprises, souvent. Ça, ce sont les éléments qui renforcent votre pitch et l'intérêt de votre solution. En fait, le problème, c'est là où vous devez puncher. Là, ça doit réveiller votre auditoire. Si vous avez un problème intéressant, on va être très attentif à la suite de votre pitch. Donc, le problème, on doit le comprendre, il doit être concret, et ça doit nous réveiller pour dire « Waouh, vous allez résoudre ça, comment vous allez faire ?» Ensuite, la solution. Alors, you have one job pour la solution, c'est qu'une fois que vous avez présenté un problème, la solution doit y répondre à ce problème-là. Et je mets ça parce que très souvent, on a un problème qui est magnifiquement décrit, en fait, et ensuite on nous présente une solution, on ne voit pas exactement comment elle répond au problème. Si votre problème, c'est une perte de temps, la solution, vous montrez comment elle fait gagner du temps. Et ainsi de suite. Si c'est une perte d'argent, vous montrez, on doit bien le comprendre. S'il y a une chose qu'on doit comprendre dans la solution, c'est comment elle fait face exactement au problème que vous venez de décrire avant. Et en fait, une solution remplit une promesse attractive grâce à un dispositif maîtrisé. Et en fait, là, la distinction à faire, c'est entre ces 2 termes-là, promesse et dispositif. La promesse, c'est la raison pour laquelle votre solution on achète votre solution. La voiture, ça me permet de me déplacer sur des courtes à moyenne distance dans un grand confort, rapidement. Ça, c'est la promesse. Et quand j'ai expliqué la promesse, je n'ai rien dit à propos du fonctionnement de la voiture. Ça, c'est le dispositif. Le moteur, les 4 places, les roues, ça, c'est le dispositif. Et vous devez bien, quand vous concevez votre solution, vous devez bien séparer la promesse, qui doit être attractive, du dispositif qui permet de réaliser cette promesse-là. Et du coup, pour le alors il y a 2 confusions qu'il y a en général. C'est la première confusion sur la solution, c'est une confusion entre la promesse et le dispositif. Les gens qui s'en mêlent sur les pinceaux sur ça, c'est là où on ne sait plus trop si ça répond au problème ou pas. Si les gens passent trop de temps sur le dispositif et on ne voit pas la promesse, elle n'est pas claire. Deuxième type de confusion, c'est des gens qui se perdent dans la description du dispositif et on n'y comprend rien. Alors, pour décrire un dispositif, une bonne manière de faire, c'est le fonctionnement général, 3 fonctions clés, et un use case éventuellement. Pour vous donner un exemple, si on prend Airbnb, donc que tout le monde connaît, la promesse d'Airbnb, c'est partout dans le monde, le même confort qu'à la maison, pour moins cher qu'un hôtel. C'est ça la promesse d'Airbnb. Et là, je n'ai pas du tout expliqué comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas le sujet, là c'est la promesse. C'est ça que je vais pouvoir faire avec ma solution. Ensuite, le dispositif, c'est une plateforme en ligne de mise en relation entre loueurs et vacanciers.
fonctionnement général. Ensuite, 3 features clés. Ben, on envoie un photographe professionnel parce que les gens ne savent pas mettre en valeur leurs biens. 2, on a un système de notation parce qu'on accueille des inconnus. On accueille des inconnus chez soi, ça nous permet d'avoir une garantie et qu'on ait une sécurité par rapport aux gens qu'on accueille. 3e fonctionnalité clé, c'est Airbnb qui se met en tiers de confiance. Le paiement se fait à travers Airbnb qui fait l'arbitrage entre le loueur et le vacancier. Fonctionnement général, 3 fonctionnalités clés, et là vous comprenez à peu près comment fonctionne ma solution, le dispositif que je maîtrise. Là, je ne donne pas de use case, c'est à vous de voir si le use case est nécessaire ou pas. Enfin, le business model. L'idée du business model, c'est que ce soit clair et qu'on voit comment vous gagnez de l'argent. Un bon business model, j'achète à 1 euro, je vends à 2 euros, ça fait 1 euro de ma poche. Ça, c'est un bon business model. Vous devez exprimer votre business model de la manière la plus simple possible. Il faudrait qu'à la fin, soit évident comment vous gagnez de l'argent. Parce que vous vous souvenez du début, tout le pitch, tout ce que vous dites, la sous-lecture, c'est comment ça m'aide à gagner de l'argent ou c'est un frein éventuellement à gagner de l'argent. Alors, j'avais envie de vous montrer un pitch que je trouve proche de la perfection, qui est un pitch d'une startup toulousaine qui s'appelle Données-Clés et qu'ils ont, je laisserai expliquer. Alors moi je l'ai pas appris par cœur. Essayez quand même, et certains vont écouter, vous raconter aux autres. Mais il y a une enceinte là, non? Ah. Quelqu'un a une enceinte Bluetooth? Bon, je vous enverrai, Johanna vous enverra le lien et regardez ce pitch-là. Il est extrêmement. Donc du coup, vous mettez pause comme ça parce que ça, ce qu'il dit est très intéressant, mais les images ne sont pas ouf. Donc on vous enverra le lien, regardez-le. Et vous pouvez cliquer en fait sur le. Ouais, merci. Juste en dehors de la vidéo. Merci. Voilà donc pour cette petite présentation. Alors, InnoPunch, on va mettre en place des chroniques sur l'innovation puisqu'on travaille avec plusieurs boîtes et on a toujours des nouveaux enseignements et on a déjà un premier article qui est sorti. Maintenant, on a une série d'articles qui arrivent. Si ça vous intéresse, on n'a pas encore mis en place de système d'abonnement automatique. Écrivez-moi à sherif@innopunch.com abonnement. Et je vous abonnerai pour recevoir nos articles et nos conférences. Évidemment, c'est réglo. Vous avez le bouton désinscrire en bas. Quand vous serez abonné, il n'y a pas de pas de bullshit ni de promotion commerciale. Vous n'aurez que du contenu. Voilà. Merci beaucoup. Ah, Roberto, bien. Donc maintenant, vous avez... c'est fini, hein? Oui. Donc du coup, vous avez un rappel de vos équipes. Donc on va vous allez pouvoir vous éparpiller dans la salle. Donc on a un petit matériel, vous allez faire une petite activité. Je vais juste essayer.